Mais d'abord, je voudrais. Est-ce que vous êtes d'accord avec le tableau que Alain Finkielkraut vient de faire de ces communautés dressées les unes contre les autres Je pense que c'est déjà une description entièrement fantasmatique, entièrement exagérée et qui, en vérité, se fait à front renversé. Parce que si on veut parler de gens persécutés, stigmatisés, constamment contrôlés par la police et contre lesquels il y a des opérations de propagande dans quasiment tous les médias, de façon quotidienne, si on veut parler d'une jeunesse dans laquelle on peut compter les morts, les gens qui ont été tués par la police, ben, c'est pas du côté de la communauté des écoliers juifs, et je m'en réjouis profondément qu'il faut chercher. C'est certainement du côté, en effet, de ce que nous appelons la jeunesse populaire. S'il y a un groupe humain dans cette société qui est l'objet de constantes campagnes, de persécutions, de ségrégation, d'un déni et d'un refoulement absolument constant, eh bien, c'est précisément ce groupe. Ça, c'est indubitable. Et il se trouve, comme par hasard, que ceux qui soutiennent un petit peu ces groupes, dans leurs difficultés innombrables, qui sont quand même tout simplement la jeunesse populaire et la jeunesse prolétaire d'aujourd'hui, si ceux qui se soucient de leurs difficultés, si ceux qui dénoncent le système constant de lois persécutant les mineurs, persécutant de façon ségrégative tous ces jeunes gens, ceux qui les soutiennent se voient accusés, entre autres choses, d'antisémitisme. Et ça, c'est tout de même le fond de l'affaire. C'est le fond de l'affaire. Et vous l'expliquez comment? Quelle est votre explication de cela? Eh bien, l'explication, c'est celle que nous tentons de donner dans le livre. Quand quelqu'un accuse quelqu'un d'autre de façon bien évidemment fallacieuse, c'est-à-dire quand quelqu'un est accusé d'antisémitisme alors qu'on ne trouve rien dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait qui puisse renvoyer à quoi que ce soit ayant rapport avec l'antisémitisme. Quand on sait au contraire que c'est quelqu'un, comme la plupart de ceux qui ont été accusés d'antisémitisme, la plupart des intellectuels qui ont été accusés d'antisémitisme, qui ont un grand passé de combat contre l'antisémitisme, le fascisme et le colonialisme sous toutes ses formes. On est obligé de se demander pourquoi. Hein, et vous dites une opération, mais c'est manifestement une opération. Quand vous voyez que des gens manient d'aussi gros mensonges, vous êtes obligé de vous demander si réellement ils croient ce qu'ils disent. À la Finkielkraut, nous vous avons mis en exception de cela. Oui, je suis bête. Nous avons dit que vous étiez sincère dans ce que vous disiez, donc nous vous avons exclu de l'opération en question. Oui, mais on est bien obligé de dire qu'il y en a une. Non. Je suis absolument persuadé que quand Alexandre Adler me traite d'antisémite, il sait parfaitement que je ne le suis pas. Hein. Or, il me traite d'antisémite publiquement dans le Figaro, et je pourrais lui faire un procès après tout. Je pourrais lui faire un procès. Le recours à la justice ne m'intéresse pas du tout. Donc, il y a réellement un problème de l'usage du mot antisémite aujourd'hui dans le champ idéologique et politique, et nous faisons l'hypothèse que cet usage du mot antisémite, qui stigmatise systématiquement ceux qui justement soutiennent la jeunesse populaire contre les persécutions dont elle est évidemment victime, qui se soulève contre les morts qu'il y a dans ses rangs, et qui considère la légitimité de sa révolte, c'est cela qu'on accuse d'antisémitisme. Oui, mais alors vous allez très loin. Voilà, c'est ça. Non, vous allez très très loin de notre soutien à ce que vous appelez la légitimité de cette révolte. Qu'il y ait une solidarité avec ceux qui sont les plus exposés aujourd'hui, très bien, mais que cette solidarité aille jusqu'à nier la violence et les préjugés qui se manifestent en son sein, je trouve ça déplorable. Parce qu'à ce moment-là, vous pourriez m'expliquer aussi que font partie de cette opération générale de stigmatisation des films comme La Journée de la Jupe, ou des films qui font apparaître la féroce misogynie qui peut régner dans certains quartiers. Parce qu'on peut dire, voilà, une jeunesse exposée, on la calomnie tout le temps. Et elle subit le racisme, on n'a pas le droit de dire ça. Il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de misogynie, et il n'y a pas d'antisémitisme. Cette dénégation systématique au nom des vertus qu'on prête à l'opprimé ne me semble pas digne du véritable travail intellectuel. Est-ce qu'il y a des négations, Éric Gasson? Est-ce que vous niez effectivement ce que Alain Finkielkraut... Moi, je pense que même dans l'année 2002, qui a été la fameuse année de cristal, les événements les plus médiatisés, ça a été la fausse agression dans le RER montée par cette mythomane, 2004, dans ces années-là. Ouais. Et 2004, vous avez... et je ne me rappelle plus de l'année, mais je me rappelle très bien de l'événement de ce pauvre fou
juif de surcroît qui avait mis le feu à un centre social juif rue de Popincourt. Ça a donné lieu à des mâles déclarations du président de la République, du président, en disant c'est inacceptable, ça. Mais c'était les événements les plus médiatisés, étaient des faux. Donc je pense que ce qu'on décrit sous la forme de ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est hyper médiatisé, alors que tout ce qui va à l'encontre des intérêts de la jeunesse populaire est sous-médiatisé. Je pense qu'il y a une différence de traitement médiatique qui est extraordinairement différente. Chaque fois qu'un pauvre vieux travailleur arabe est étouffé dans un fourgon de police, finalement, c'est des brèves, ça. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours, quand même, Eric Hazan. Non, pas tous les à chaque jours. fois. Non, mais je voudrais dire un mot sur ce point. En définitive, si on écoute un certain nombre de commentateurs, et même si on vous écoute, à la Finkielkraut, on aurait le sentiment que le grand problème de la France d'aujourd'hui, c'est l'existence de cette jeunesse populaire. Que le grand problème de la France d'aujourd'hui, c'est le prétendu, c'est l'islamisme, c'est les filles qui portent des foulards sur la tête, et c'est les gamins, en effet, un peu égarés, et un peu parce qu'ils sont persécutés et ségrégés, qui se révoltent périodiquement, de façon, en effet, éventuellement assez anarchique. On dirait que c'est ça le péril qui nous menace. Ça, c'est la doctrine du Front National. Il faut l'appeler par son nom. Et à force de faire le battage que vous avez fait sur ces questions, le Front National, vous l'aurez. Je vous l'avais déjà dit dans l'explication, si vous agitez ces choses-là, la corrélation entre identité et révolte comme la menace principale qui est la nôtre, alors vous aurez le Front National. Non, on n'aura pas alors le moi, Front ma vision National des à cause choses de est ça. complètement... Mais ma vision des choses est complètement différente. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ma vision des choses est complètement différente. Je pense en effet que, quelles que soient par ailleurs leurs ignorances, leurs inconséquences, qui ont toujours été celles des opprimés et des humiliés, effectivement, beaucoup de choses, ils ne le savent pas, ils ne les connaissent pas, ou ils les disent mal, c'est ce que nous appelons une réaction politique mal politisée, une politicité de travers, ça c'est tout à fait possible. Mais quelle que soit cette situation, c'est pas eux le péril principal qui menace ce pays. Le péril principal, il est en haut, hein, il n'est pas en bas. La menace de là en bas, pour l'instant, elle n'existe pas. Elle est inexistante. Il s'agit au contraire de groupes persécutés, diminués et humiliés. Par contre, les décisions prises en haut, elles menacent tout le monde. Et nous devons nous montrer particulièrement attentifs et solidaires aux mesures prises d'en haut qui visent précisément à maintenir et à aggraver la persécution, la ségrégation, l'éloignement et la stigmatisation de ceux d'en bas. Donc vous pouvez dénoncer ce que vous voulez. Vous pouvez repérer les choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez le dire. Je ne prends pas du tout la collection des jeunes gens des banlieues pour des petits saints, absolument pas. Je les connais sans doute mieux que vous, de plus près, hein, je crois. J'ai travaillé avec eux, j'ai milité avec eux, je sais qui ils sont, et je n'en fais pas du tout un portrait spectaculairement glorieux. Mais ce que je sais, c'est que là est la ressource populaire véritable pour parer à ce qui est bien plus périlleux que leur existence et leur pratique, à savoir la politique qui est en train de se mettre en place et qui est destinée à nous accabler tous. Alors justement, nous accabler tous. Alors je vais essayer de vous répondre. D'abord, ceux d'en bas, cette jeunesse populaire. Cette jeunesse populaire, elle est très informée. Il y a des antennes paraboliques. Et donc, tout un discours articulé se déverse sur elle. Et un discours qui, sous prétexte de critique d'Israël, est très violemment antisémite. Et d'ailleurs, moi, je constate que les révoltes arabes sont aussi une révolte contre la polarisation sur Israël. Et je constate qu'en Syrie, je constate qu'au Yémen, ce sont les gouvernants qui essayent de dire les sionistes sont derrière, et ce sont les foules qui, cette fois, refusent de s'y laisser prendre. Donc il y a un grand espoir là, justement, de prise de conscience du rôle qu'on a fait jouer à Israël pour masquer le marasme politique du monde arabo-musulman. Reste que cette propagande est très forte en France et qu'un certain nombre de ces jeunes d'en bas y sont adossés. Premièrement. C'est tout à fait inexact, car on a cherché à repérer dans les grandes émeutes de 2005 la main des islamistes.
Elle n'y était pas à la main des islamistes. Oui, la révolte mais... des jeunes de 2005 n'avait rien à voir ni avec Israël, ni avec l'islamisme, ni avec les juifs. Et vous l'avez stigmatisé quand même. Mais je l'ai stigmatisé vous l'avez quand même trouvé terrifiante. Je l'ai trouvé terrifiante parce alors que moi, qu'elle ne touchait en rien à Israël. Que quand on détruit une école, on détruit une école. Bon, on détruit ce qu'on a sous la main quand on est en colère. Hein. Personne. Oui, ça c'est comme quand dans une scène de ménage vous cassez la vaisselle. Non, hein. c'est absolument pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et puis d'autre part, vous dites jeunesse populaire. C'est très intéressant ce terme de populaire et de quartier populaire. Parce que le peuple de France, aujourd'hui, se divise en deux. D'ailleurs, tout le monde s'inquiète du fait que le vote populaire aille vers Marine Le Pen. Donc l'adjectif populaire a deux sens. Une partie du peuple autochtone est aujourd'hui extraordinairement désarçonnée. Et là, je ne citerai pas Marine Le Pen, mais un livre extrêmement intéressant. Ça n'a rien à voir. Écoutez, je vais peut-être vous demander ce que vous pensez de l'intervention en Libye. Je suis sûr que vous êtes sur des positions très proches de celles de Marine Le Pen. Donc on peut s'échanger ce genre d'arguments très facilement. Donc, vous alliez citer un livre. J'ai cité le livre de Christophe Guilluy. C'est un géographe. Fracture française. Et il dit des choses très intéressantes. Il dit l'intégration se passait bien quand le peuple autochtone était un référent culturel. Aujourd'hui, une immigration familiale a succédé à une immigration de travail. Les autochtones n'ont plus le sentiment d'être des référents culturels. Ils sont complètement déboussolés, d'où d'ailleurs un phénomène massif de sécession culturelle et de sécession territoriale. Ils vont ailleurs, ils vont dans les zones rurales, ils vont dans les zones périurbaines. Et il se dessine en France deux figures antagonistes du peuple, d'où les deux acceptions de l'adjectif populaire dans le vocabulaire, dans le lexique de la politologie. C'est un phénomène extrêmement inquiétant sur lequel nous devrions réfléchir avant qu'il ne soit trop tard, parce que là, nous allons au-devant d'une crise du vivre ensemble qui va très au-delà de l'opposition entre en bas et en haut, parce que les deux sont en bas. Léon Kazan. Moi, je trouve formidable d'entendre Alain Finkielkraut faire l'éloge du peuple français autochtone. Je pense... Si, comme référent culturel. pense il était le référent culturel, il ne l'est plus. Non, mais je pense fais une description. Attends, vous pouvez me laisser la parole une seconde. Je pense que vous, par rapport à cette population qui n'est pas autochtone, vous tenez exactement le langage que les bons Français, les bons lecteurs de Brasillac et de Céline, entre les deux guerres, tenaient pour les Juifs. C'est-à-dire pour vos parents et les miens, ou vos grands-parents et les miens. C'est tout à fait cocasse d'entendre Alain Finkielkraut faire au fond figure de disciple de Charles Maurras. Et bien sûr, et de Brasillac aussi. Je ne faisais l'éloge de rien, je faisais une description et je constate aussi qu'il y a des intellectuels aujourd'hui qui vivent dans des quartiers protégés et qui font la leçon à un peuple beaucoup plus exposé qu'eux-mêmes. Et je trouve que cette division-là aussi est très très inquiétante. En France aujourd'hui, il faut le constater, la gauche est forte là où le peuple est faible. Et il faudrait que la gauche soit forte là où le peuple est fort aussi. Ça, c'est un programme pour la gauche. C'est évident. Hein. Mais quand vous parlez de la division, vous y travaillez activement. Hein. C'est quand même des gens comme vous qui expliquent que l'intégration ne se passe pas bien, que les autres sont contre les écoles, etc. Mais oui, vous êtes un des créateurs de cette scission et de cette séparation. Ils sont incapables de comprendre le moindre mot. Vous allez jusqu'à considérer que c'est tout de même pas bien que l'équipe de football française soit composée de Noirs et d'Arabes. C'est tellement lamentable. Mais vous êtes un des responsables intellectuels de ça.